Sur d'autres thèmes, j'en ai rien à foutre que ce soit récent ou vieux. Enfin, moi, ce que je cherche, c'est la qualité et une régularité, quoi. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, si on réfléchit, c'est vrai que pour un podcast de ciné, c'est un côté catalogue parce que à tout moment, on va aller écouter un vieil épisode sur un vieux film parce que maintenant, avec les streamings et ce qu'on veut, enfin, on s'achète un Blu-ray, on a envie d'écouter peut-être des personnes parler du film qui nous a touchés récemment, quoi. Oui, d'ailleurs, ou même parler de plus vieux films, ça peut se faire. Tu sais, dans le troisième rang, j'avais fait des émissions sur des films plus anciens. Mais bien sûr, Et même dans Fin de séance, on avait fait des Et trucs j'avais comme Belle de remarqué que jour et tout ça. bizarrement, souvent, ben, ça fait partie souvent de ceux qui ont le mieux marché à l'écoute, les films plus anciens. Ouais, des petits moments avec les classiques. Et ils marchent sur la durée aussi, ceux-là. Ouais, c'est vrai que si tu revois tous les films qu'on a vus, c'est probablement pas Thor 2 qui va être réécouté comme. Et oui, parce que c'est plus des films qui sont très regardés au-delà de leur date de sortie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu dernièrement des news de ciné qui vous ont donné envie de réagir à quelque chose? alors moi, j'en ai une, mais c'est une rumeur, hein. Oh, c'est encore mieux. Ouh. Ok, alors une petite rumeur, comme quoi cette année au Festival de Cannes, il y aurait un film surprise auquel personne ne s'attend. Et il a fuité que ça serait un réalisateur qui est déjà allé plusieurs fois à Cannes, il présentait quelques chefs-d'œuvre et qui aurait fait une des meilleures séries de tous les temps. Et je pense qu'il s'agit de C'est notre ami David Lynch. Pas vrai. Donc on va voir ça. Je suis désolé hein, de toujours ramener les choses à David Lynch, David mais Lynch, ça m'excite un peu ces derniers temps, donc je suis heureux. Attends, mais oui, c'est vrai il bossait là sur un projet un peu secret. Mais Mais je croyais que c'était pas du tout fini. Je crois qu'il était. Ben voilà, mais peut-être qu'il l'aurait fini. Alors, c'était censé être une série. Donc, dans les rumeurs, il y en a qui disent que ça serait peut-être le pilote de la série Qui a un qui film. sortirait sous forme de film. Ah, ok. Et qui, écoute, on va voir de quoi il s'agit, mais en tout cas, ça m'excite pas mal. Il y a beaucoup de films qui m'excitent, en fait, qui vont... Ah ouais, qui vont sortir là? Ouais, ben, Quoi par exemple, le nouveau film de Robert Eggers, tu sais qu'il a fait The Witch et The Northman. Lighthouse, Northman, The Northman. qui paraît-il est Ah ouais, super. ça a l'air cool, Il y a ça. Ari Aster aussi qui a un film de près là, qui va sortir cette année, Disappointment Boulevard. Il y a le nouveau Park Chan-wook qui est prêt. Enfin bref, après 2 années de pandémie, il y a tous les auteurs là tous les grands auteurs de la planète qui ont leurs films qui sont prêts. Ouais. Et je pense qu'on va avoir une superbe année au niveau cinéma. Voilà. Ouais. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis sur Eggers et The Northman, moi aussi je suis très excité parce que j'ai vu le trailer du film. Et en même temps, je me dis, pour adorer The Witch par exemple, je me dis que ça peut être à double tranchant parce qu'il y a un gros budget, il y a un 90 millions de dollars de budget. Et donc je suis très curieux de voir comment lui va gérer une grosse production. Alors, tu les vois. premiers échos sont dithyrambiques. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Et je tiens à te rappeler un truc, Jean-Yves, tu te souviens The Witch, ce film, on savait pas trop quoi en penser avant d'y aller, à quel point on avait été comme des malades Ouais. quand on était allé le voir, ce film. Oui, mais j'ai envie de vous ressortir la jurisprudence Shyamalan. C'est pas parce que tu fais des excellents films avec pas beaucoup de budget qu'avec beaucoup de budget, tu continues à faire la même chose. Tais-toi. Ah, t'as vu Baby Downer, là. Ben, oui. Moi, j'ai envie de juste parler de Paul Verhoeven qui a gueulé un peu en disant qu'il trouvait que les derniers 007 manquaient de sexe. Alors déjà, ça m'étonne pas que Paul Verhoeven il trouve que quoi que ce soit manque de sexe. Il a pas de temps, hein. Ce qui m'étonne, c'est que Paul Verhoeven regarde les 007. Mais Est-ce que c'est sa façon de dire que lui, il veut faire un James Bond et moi, j'achète Ah, mais direct. complètement. Mais complètement. Mais en plus, Paul Verhoeven, c'est quelqu'un qui va manier avec beaucoup d'intelligence, par exemple, les gadgets, par exemple. Tu vois, un gadget que Q pourrait donner à James Bond, lui, s'il en inventait un dans un film, il va lui trouver aussi des répercussions sociales, tu vois. Un 007 qui est considéré souvent comme la masculinité, etc. Il n'y a plus rien de sexuel à part un petit bisou avec Léa Seydoux et puis terminé, quoi. Mais tu sais que j'ai vu, il y a une étude qui a été faite sur les films hollywoodiens
sur la présence de sexe dans les films. Et depuis 10 ans, la proportion de films contenant des scènes de sexe a été divisée par 2 dans le Ouais. cinéma hollywoodien. Et t'as vu sans gueuler au puritanisme, en fait. Ça s'est fait en douce. Tu t'es juste Ouais. pas rendu compte. Il y a personne qui a dit tiens, faisons des manifs parce qu'il y a trop de sexe dans les films. C'est juste, tu vois, ils t'ont changé la Mais culture sans que tu le saches. justement, là, ça permet, si tu veux, qu'on peut aborder un sujet, parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de discussions, tu sais, autour du male gaze, notamment, Ouais. tu sais, de comment, en fait, le regard masculin des réalisateurs peut objectifier les femmes, tu sais, au cinéma. Mais ce qu'on a oublié, c'est que filmer le sexe, c'est pas forcément toujours, Oui, le toujours faire déjà. objectifié. Et Ouais. si tu prends même plein de réalisatrices qui ont fait des scènes de sexe ahurissantes, je pense à Jane Campion ou à Andrea Arnold, par Mhm. exemple, où on a des scènes de sexe géniales aussi dans ce film. Et c'est dommage de les voir sortir, en fait, du champ des représentations possibles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui. Et je pense que plutôt que de dire, en fait, le regard masculin, ça suffit au cinéma, on passe à autre chose, on aurait pu dire, tiens, si on les filmait différemment. C'est intéressant parce que du coup, pour rebondir sur Paul Verhoeven, j'ai revu récemment Basic Instinct. Et sur 92, donc, enfin, une année, enfin, un peu un âge d'or de Michael Douglas et Sharon Stone cumulés. Et c'est assez fou la capacité que Verhoeven a joué de façon un peu méta sur le côté obsédé sexuel de Michael Douglas pendant tout le film. Ouais. Et du coup, je pense à ça par rapport à ce que tu dis, cette époque où le gars il arrive quand même à sortir un gros film, quoi, un gros film hollywoodien, avec la patte Verhoeven, et puis en plus le côté sexuel du film est quand même assez prégnant, assez fort. Et c'est vrai que je vois mal comment un film comme ça pourrait ressortir. Enfin, comment on pourrait pitcher un film comme ça aujourd'hui sur des gros studios, quoi. Oui, et lui en plus qui a quand même une manière très originale de le représenter. On en a souvent parlé dans ce podcast puisque c'est un film dont on a parlé même, mais tu prends Showgirls par exemple, la représentation Ah ouais. outrancière de la sexualité dedans, Ouais. je veux dire, il fait le film avec le plus de nudité de l'histoire du cinéma hollywoodien et c'est aussi le film le moins érotique Ouais. de l'histoire du cinéma hollywoodien. Ouais. Donc il y a... Ouais. Mais c'est sa façon de tacler de toute façon tous les genres, c'est d'aller trop loin ou de prendre une vision que t'attendais pas en fait sur ce genre. Mais voilà, en tout cas, c'était son coup de gueule lui ces dernières semaines. D'autres choses ou d'autres films peut-être que vous attendez avec impatience. Moi, je t'avoue que bon après de toute façon, je te l'ai dit, hein, moi The Northman, maintenant j'ai plus d'espoir en rien. Donc comme ça, c'est le fameux truc de la vie de Brian. Si tu peux pas être déçu si tu t'attends à être déçu tout le Ah temps. oui, attends, il y a aussi autre chose, il y a aussi cette année on va voir le nouveau film de Kelly Richard qui avait fait First Cow l'année dernière. Ah ouais. Et elle, c'est marrant, c'est une réalisatrice. Il m'a fallu du temps pour aimer ce qu'elle fait. Et je trouve que là, avec son dernier film, ça atteint des sommets. Je trouve que First Cow, c'était First vraiment Cow, un c'était film super, ouais. incroyable sur un sujet qui finalement n'est pas si abordé que ça dans le cinéma, sur l'amitié. Ouais. Et c'était un très très beau film sur l'amitié. Donc là, il me tarde de voir ce qu'elle va faire, ce qu'elle va faire après. Oui, on recommande pour le coup au First Cow. Je crois qu'il est, il est sur OCS ou Canal Plus ou un truc comme ça. Alors peut-être aussi, mais il est sur Mubi aussi, si les gens veulent. Ok. Si les gens veulent aller voir ce film, c'est un film très étonnant, une espèce de western très doux sur le bonheur de mettre du lait dans ses gâteaux. Ouais. Ouais, et en vrai, genre, oui, sur l'amitié et l'entraide, sans forcément, tu sais, des enjeux capitalistes incroyables. Ouais, le film parle très finement de tous ces sujets-là. Et allez le voir, c'était une des grosses surprises de l'année dernière, j'avais trouvé, ouais. J'ai vu une bande-annonce hier qui m'a fait un peu passer par toutes les émotions et c'était un peu l'envers du spectre par rapport à The Northman, etc. J'ai vu la bande-annonce du nouveau Jurassic World qui va sortir, Ouais. où en fait j'ai pas pu m'empêcher d'être super ému et excité à voir dans le même plan Sam Neill, Laura Dern Ouais. et Jeff Goldblum. Et en fait, et dans le plan d'après, tu sais, t'as Chris Pratt qui, genre, il fait du sliders avec des Velociraptors. On a l'impression on sait plus trop si on est dans le film de super-héros, le film de dinosaures. On a l'impression que c'est vraiment tu sais, la boulimie hollywoodienne à son max, tu sais, de tout mettre dans le même film. Et en quoi. plus, moi j'ai une question, Et, c'est en voyant cette bande-annonce où je me suis dit comment ça se fait, comment se fait-il que Laura Dern et Jeff Goldblum soient aussi sexy 30 ans plus tard.
Ouais. Et ça, c'est un C'est fou, mystère quand qui même. ne sera jamais, Ouais. jamais résolu. Ouais. Et je suis sûr que Jeff Goldblum, en plus, il va certainement cumuler apparaître 45 secondes dans le film, et c'est suffisant. tu Oui, vois. oui. Mais moi, je me pose des questions sur Hollywood qui, quand même, arrive finalement à se payer les énormes têtes d'affiche où tu te serais dit à un certain moment, non, en fait, c'est fini pour vous. Sam Neill, Jeff Goldblum et surtout Laura Dern, vous les aurez pas. Ça y est, ils ont fait leur Jurassic Park et c'est fini. Et en fait, je crois que tu arrives toujours à avoir ce que tu veux avec de l'argent. Tu les ramènes tous, tu sais. C'est comme Harrison Ford pour faire Han Solo. Indiana Jones. Ouais, ou Indiana Jones. Au moins, à la limite, Indiana Jones, tu peux les avoir par Lego, tu vois. Tu peux dire, c'est quand même toi la tête d'affiche. Parce que là, on sait très bien que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, pas Jessica Chastain d'ailleurs, mais Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Oui, tout à fait. Les rousses, excusez-moi, je confonds mes rousses. Et que eux, effectivement, ils vont faire juste un petit peu de fan service pour que quand même, il y ait les parents qui viennent et qui prennent leur place avec leurs enfants. Mais t'as raison de la citer, et Laura Dern, par exemple, c'est quelqu'un qui tire très bien son épingle du jeu, et on sait à quel point c'est difficile quand on est une femme entre guillemets, de vieillir à Hollywood, hein, c'est pas facile, et elle arrive à tirer son épingle du jeu. On arrive à la voir, je me rappelle on la voyait dans Star Wars aussi, donc elle Ah arrive oui, à c'est être dans vrai. des gros trucs, et après, tu vois, elle va être dans des Big Little Lies, elle va avoir des rôles un peu secondaires, donc elle va arriver à exister un petit peu dans tout un tas de séries et de films. Et ça reste une actrice super, quoi. Hein, Ouais. c'est le top. Hein. Ouais. Ouais, c'était quoi? Mais on l'avait vu aussi dans Marriage Story aussi récemment, dans Oui. plusieurs. Ouais, ça reste une. Elle aura eu une carrière d'une longévité ahurissante, quoi, Laura Dern. Hein. Ouais, Parce qu'elle a totalement. commencé Ouais. très, très jeune aussi, en plus. Hein. Ouais. À 15 ou 16 ans, je crois. Ouais. Est-ce que vous avez vu des films récemment et dont vous aimeriez parler, que ce soit en bien ou en mal? Je voulais parler surtout d'un film, donc c'est le nouveau film de Ryusuke Hamaguchi, qui est le réalisateur de Drive My Car l'année dernière, qui était mon film préféré de l'année dernière, qui vient de sortir un autre film qui s'appelle Conte du hasard et autres fantaisies. Et il s'agit en fait de 3 courts-métrages sur des histoires qui se construisent autour, à chaque fois, d'une chose improbable, d'un truc de hasard qui arrive à un moment donné. Et donc il fait 3 variations autour de ça. Il va y avoir une histoire de triangle amoureux, un petit peu, comment dire, un marivaudage à sa manière. Une histoire qui se passe dans une université, et enfin une histoire sur deux amis de lycée qui se rencontrent par hasard 20 ans plus tard. Et autour de ça, il continue en fait son exploration de la verbalisation du drame en fait, où à chaque fois, ce qui est important, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais comment on parle de ce qui s'est passé et comment ça affecte nos vies. Ok. Et j'ai trouvé le film magnifique, donc Ok. allez-y. Rappelle-nous le titre, pardon. Conte du hasard et autres fantaisies. Ok. Jean-Yves? Alors, ouais, rapidement, j'ai 2 films qui m'ont marqué. Donc là, c'est le côté plus VOD, puisque en étant papa, c'est moins facile d'aller au ciné. Donc je te remercie pour ma seule sortie ciné des 3 derniers mois de m'avoir fait voir. Voilà. Et donc là, c'est plutôt sur Netflix. Donc le film qui m'a ébloui, c'est le dernier Oscar de la meilleure réalisation, c'est le Jeanne Campion, The Power Power of of the the Dog, Dog, qui m'a foutu une grosse claque visuelle, poétique, narrative, enfin. Et en plus, moi, j'aime bien. C'est dans ce film, j'ai vraiment. Je pense que c'est un bon film à montrer pour expliquer vraiment enfin entre guillemets, comment tu gagnes un Oscar de réalisation, parce que la palette de mise en scène qui est mise au service de dire des choses dans ce film. Et je pense notamment à la thématique de la transition temporelle américaine sur ce Far West un peu qui rentre dans une Amérique moderne, un peu avec les voitures qui arrivent au milieu des chevaux. Il y a tout un tas de choses sur l'occupation de l'espace avec les costumes. Cumberbatch qui joue le vieux cowboy qui veut pas passer à autre chose. Les décors, il y a un côté complètement décalé, enfin poétiquement décalé avec le film qui est tourné en Nouvelle-Zélande. Donc des fois, tu as des paysages qui sont complètement... où tu te demandes un peu où t'es, tu sais pas vraiment si tu es aux États-Unis, dans des vallées, dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est assez dingue visuellement. Et j'ai trouvé ce film vraiment cool.
j'ai trouvé vraiment bien que ce soit sur Netflix parce que ça se fait vraiment très rare les très très bons films Netflix originaux. Donc je crois que c'est peut-être le meilleur film Netflix depuis un bon moment. D'accord. Ouais, et puis sur la mise en scène, ce qui est ahurissant, c'est de voir en fait comment l'histoire est racontée de manière visuelle. C'est-à-dire, c'est jamais les Oui, dialogues qui vont faire avancer l'histoire, mais c'est ouais, vraiment la mise en scène, les jeux de regard qui sont établis pour comprendre ce qui se ouais, passe. Parce que le sujet, justement, c'est sur ce qu'on cache, sur ce qu'on ne dit pas, ouais. sur ce qu'on. Alors, je vais pas trop en dire, tu vois, pour pas trop révéler, mais de voir un film aussi réussi, aussi tendu, on est presque dans un thriller, quoi, hein, sur. Ouais, ouais. Euh, Et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'acteur Jesse Plemons Ah hein, ouais. qui joue le Ouais. frère de Benedict Cumberbatch. Et il y a une scène moi, qui me marque. C'est il y a un moment où Benedict Cumberbatch il veut rester sale, il veut pas se laver, il veut pas venir à table avec ses parents qui sont venus de la ville, tu sais, ou sa famille qui est venue de la ville. Et il y a un moment lumineux, je trouve, de mise en scène. C'est à Jesse Plemons qui rentre habillé en costume, d'accord, qui est censé incarner cette Amérique moderne. Et il va rentrer dans un espèce de, je sais pas, de grange où tu as Benedict Cumberbatch qui est avachi par terre avec une lumière magnifique. Et là, et c'est ce que tu dis, avec juste un peu de blocking, un petit peu de lumière et un petit peu de costume, elle raconte vraiment beaucoup de choses. Et c'est vrai que et il y a quantité de scènes comme ça. Il y a une scène qui est magique aussi où le jeune garçon qui fait une espèce de défilé de mode avec un jean qui passe devant les cowboys, qui se moque de lui, qui revient. Une espèce de catwalk en fait dans les bois à la Jesse James, enfin des moments vraiment lumineux. Donc vraiment une très belle, enfin c'est même pas une surprise parce qu'on sait très bien qu'avec Jeanne Campion c'est forcément Ouais. très qualitatif, mais un très très beau film. Et du coup je fais le segue sur Jesse Plemons parce qu'à l'inverse j'ai vu un film Netflix original pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui finalement était assez tiède. C'est Contre-coup avec Jason Segel et Jesse Plemons Ah, j'ai vu où ça, ouais. c'est un petit. Alors moi j'aime beaucoup parce que c'est un petit thriller huis clos, minimaliste, un petit peu étouffant où en gros, grosso modo, le pitch c'est que Jesse Plemons c'est un milliardaire qui vient avec sa femme dans une superbe villa. Je sais plus trop où d'ailleurs. Et en fait, Jason Segel, il squatte la maison. Et donc ils se retrouvent tous un peu dans cette maison et donc Jason Segel braque le couple. Donc en fait il veut braquer le milliardaire quoi. Ouais. Et c'est assez pesant, assez oppressant. Et bon c'est un bon petit film tu vois mais c'est pas ouf ouf tu vois mais bon voilà donc c'était le petit thriller un peu tiède mais regardable voilà. D'accord. Moi, j'ai vu des films, deux films français dont j'aimerais bien parler. J'ai vu Boîte Noire avec Pierre Ninet. Tu l'as vu, ce film ou Je l'ai pas? vu, oui. Je trouvais que c'était un film très désincarné. J'ai l'impression qu'il y avait que Pierre Ninet qui jouait dans ce film et que tous les autres acteurs ne faisaient que jouer des prototypes de personnages. Et c'est dommage parce que c'est une intrigue intéressante, tu sais, comme un bon vieux thriller de je suis seul contre tous et contre Oui, une dans machination. l'écriture, il y a un côté page turner quoi dans le Voilà, film quand même, hein. exactement. On sent que c'est ça que veut être le film. Le problème, le problème, il est, tu vois, dans une mise en scène aussi, où j'ai tout de suite vu ce que ça allait être comme film avec la première scène. La première scène, ça commence dans le cockpit d'un avion qui va, donc dans le film, en fait, se crasher et tout va être pourquoi et comment cet avion s'est crashé. Où d'ailleurs Pierre Ninet joue un peu une oreille d'or comme François Civil dans Le Chant du Loup, tu vois, sauf que là c'est un oreille d'or pour Airbus. Et en fait, tu vois, dans cette première scène dans l'avion, il y a aucune parole, aucun dialogue entre les personnages qui sont dans cet avion qui me fait croire qu'il y a de la vie dans cet avion. Tout ne sert qu'à l'intrigue. Et les choses qu'on se dit, c'est juste parce que on va s'en resservir après pour l'intrigue. Alors que ça coûtait rien d'avoir je sais pas, une petite blague entre le pilote et le copilote. Qu'est-ce que t'as mangé hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Etc. Ou même une discussion entre je sais pas, une hôtesse de l'air et un passager. Ça se voit que c'est faux. C'est-à-dire qu'en Su- en fait, on sait qu'on est dans quelque chose qui n'est là que pour servir ce que le vrai personnage qu'on veut voir vivre euh,
va utiliser après, en fait, tu vois. Surtout que quand on voit ça, on pense forcément à un film, et je pense que le réalisateur y a pensé aussi, c'est Conversation secrète, hein, de Ouais, Coppola, qui s'ouvre aussi sur une écoute d'une conversation entre deux personnages. ouais. Et ce qui est ahurissant avec la version de Coppola, c'est qu'au départ, en fait, on se rend pas compte qu'il peut y avoir même quelque chose de caché derrière justement juste la scène de vie qui se passe ici. Ouais, mais Et ça va parce qu'il y a être. pas de vie, en fait. C'est Mm, ça, c'est vraiment par exemple, tu vois, on nous fait croire que Pierre Niney est marié et en fait, j'étais choqué d'apprendre que la personne qui jouait sa femme, ils ont une relation très froide. Je me suis dit: «Qu'est-ce que ça vous coûtait d'en faire juste une petite amie? Pourquoi en avoir fait une femme?» Parce qu'il faut vraiment des liens très forts que vous n'étiez pas prêt à montrer. Genre, vous m'avez pas montré un foyer, vous m'avez pas montré de la complicité entre ces 2 personnes. Je crois même pas qu'ils se connaissent depuis plus de 2 mois et en fait, c'est un peu ces côtés-là où ça a été juste agencé pour nous faire amener à la fin du film, heu, avec 2 twists plutôt que vraiment d'essayer de nous flesh out le truc. C'est comme si c'était un mauvais film d'horreur, en fait, tu vois? Et je trouvais ça dommage parce que en fait, j'ai passé un bon moment juste pour connaître l'intrigue, mais c'est juste que, chaque scène que je voyais, je me disais: «Mais les gars, mettez de la vie dans mettez une bouteille de coca à moitié remplie, quoi». Tu vois, dans ce truc-là? Et ensuite, j'ai vu un autre film que j'ai par contre beaucoup apprécié qui s'appelle Cinquième Set avec Alex Lutz Ah qui oui, joue je l'ai un vu. un tennisman, vieillissant qui clairement aurait dû, d'après tout le monde, prendre sa retraite il y a déjà plus de 5 ans, tu vois? Il a un tennisman qui a 37 ans et qui veut faire Roland-Garros et tu vois et là par contre, pour le coup, injecter de la vie dans, les choses anodines, du quotidien et de sa vie à lui, là, il y a beaucoup de choses et là, j'en apprends de ce que c'est qu'être un tennisman qui n'est pas, sur France 2. Je comprends ce que c'est de la galère de, je sais pas, d'avoir des accords avec la fédération pour qu'on te rembourse, la participation à tel, grand chelem ou enfin tel, open et cetera et c'est vraiment une réflexion intéressante sur l'acceptation de la vieillesse, en fait, et surtout le refus de certaines, peut-être prouesses que chacun peut être capable de faire en fonction de son âge, en fait, tout simplement. Et c'était extrêmement bien joué et plutôt bien mis en scène pour le coup, là. Voilà. Mais tu sais que c'est marrant parce que le côté galère sportive, je trouve que c'est un sujet super intéressant. D'ailleurs, par rapport à conjointement à ce film, il y avait un petit doc où il racontait que l'écrasante majorité des tennismen, même qui sont sur le circuit pro, n'ont même pas les moyens de se payer un coach pour s'entraîner pendant les tournois, tu vois le truc Mmh. quoi. Mais c'est vrai, tu as raison, le sportif qui vieillit, c'est un super. Le sportif qui vieillit, et puis l'envers du décor. Sur le côté qui n'est pas forcément paillette pour tout le monde. Hein, moi, j'aime beaucoup, moi, de mes films, un film que j'aime beaucoup, c'est Rocky Balboa, que j'ai revu récemment, Ouais. qui est pas mal sur le sujet du sportif vieillissant aussi. Mais ouais, j'ai bien envie de voir ce film, 5e set. Ouais. J'ai également vu, enfin, je sais pas, écoute, je vais vous le dire parce que je l'ai vu, parce que c'est sur Amazon Prime Video. C'est un film qui s'appelle The Contractor avec Ah oui. Chris Pine. C'est un film donc, qui est sorti cette année, qui a la vibe d'un film de 2007-2008, je dirais. Euh, qui est un de ces trucs où ça te parle de vétérans américains alors voilà, qui doivent choisir entre soit faire partie d'une milice privée, soit faire partie de ces spooks, tu sais, de ces espèces de barbouzes que la CIA va utiliser sans euh, jamais dire qu'elle les utilise. Et bien sûr, il va être arnaqué par ces nouveaux boss et lâché pour mourir lors d'une mission. Et en fait, ça suffit. On est en 2022, on a vu ce film 40 000 fois. Autant la réalisation est plutôt pas mal. Chris Pine joue bien. Il y a Ben Foster dans ce film. Ils jouent très bien les deux. Il y a pour le coup, en termes de ce qu'ils arrivent à nous faire passer comme message sur la vie moisie des vétérans, je trouve que la première demi-heure du film est très bien.
Et ensuite, ça va dans cette espèce de mini-film d'action vu et revu qui, par contre, n'a ni queue ni tête parce qu'en fait, les enjeux et les motivations des gens, je les comprends pas, en fait. Genre, qu'est-ce que ça te coûte de pas tuer tes employés? En fait, c'est un peu ça. Tu sais, le fameux truc de ah, vous avez fait une mission pour moi, mais maintenant je vais vous tuer comme ça. Comme ça, quoi, en fait? Comme ça restera secret, mais ça allait rester secret, en fait, de toute manière. Et de toute manière, il compte donner la thune à sa femme aussi. Donc, tu es là, tu fais genre, pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on vous regarde faire des choses comme ça? Et je trouvais que c'était dommage d'avoir. C'est tout le contraire de Boîte Noire. C'est-à-dire qu'en fait, l'intrigue n'est pas intéressante, mais vous avez plutôt bien donné de la vie dans tout ça. Il y avait un film à faire entre les deux. Fallait s'entraider, tu vois. Est-ce qu'en parlant de Pierre Ninet, est-ce que vous avez vu Goliath ou pas? Non. Parce que j'hésitais à aller le voir. Non, pas vu. Ah, ok. C'est un film qui parle de quoi, juste pour info? C'est un truc de whistleblower un peu, non? Je crois que Ah, c'est un ok. procès contre où il joue des avocats, je crois. Enfin, j'aimais bien le. Je crois que c'est un procès, c'est un class action contre un géant de je sais plus quoi. Je sais plus si c'est genre un truc à la Monsanto ou un truc dans cet Ouais, esprit-là, ouais, quoi. ouais. Moi, c'est Voilà. typiquement ce genre de film, ça me fait peur. Parce que je me dis, est-ce que vous venez pas après tous les Erin Brockovich, après tous les films de, tu sais, avec, comment il s'appelle, Bah, George c'est, Clooney et tout ça, tu sais. bah, ça s'apparentait à ça donnait l'impression qu'ils voulaient faire leur Dark Waters à la Voilà, française, c'est quoi. ça. Hein. Ouais, voilà. C'était ce que donnait la bande-annonce, c'est ce qu'elle laissait transparaître, quoi. Parce que le problème de ça, c'est il faut maintenant un twist final incroyable qui va au-delà juste de. Alors, petit A, le lanceur d'alerte est tué. Petit B, il n'est pas tué, mais grâce à lui, la société va changer. C'est fini, c'est fini ça. Parce qu'en fait, on a l'exemple Edward Snowden où le lanceur d'alerte lance l'alerte est donnée, ça ne change rien à notre vie. Donc en fait, si tu ne parles pas de comment ça ne change rien à notre vie, c'est plus intéressant en fait. Justement, je trouve ce film. Donc on va voir, hein, peut-être que ça parle de ça. Et à ce moment-là, c'est intéressant. Voilà. Est-ce qu'on passe pas au film d'aujourd'hui, qui est une des meilleures comédies actuelles? Petite bande-annonce pour le film d'aujourd'hui, réalisé par Philippe de Chauvron, qui est Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu. Partons. Mais qui? Mais nos gens, on peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'étouffe. Ah, Claude, vous tombez bien. Oh, une autre fois, Chao, parce que là, je suis très en retard en matin. Oh, Charles, comment allez-vous? Très bien, et vous? Je suis affreusement en retard, je dois y aller. Pensez à réserver votre soirée du 17 juin? Qu'est-ce qui se passe le 17 juin? Je vais jouer Jésus. Bah, Jésus n'était pas... Qu'est-ce que vous avez pensé de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le troisième volet d'une trilogie de Philippe de Chauvron. D'une saga. Lui-même, on pourrait dire, inscrit dans le Christian Clavier Cinematic Universe. Bien sûr. Le CCCU. Le CCCU, le fameux... avec les fameux crossovers français, voilà. Non, mais donc ça fait suite au succès de 2014, je crois, 2012 ou 2014, je sais plus. 2014, Je vais je te crois. dire ça après. Qui racontait en fait l'histoire d'une famille de la grande bourgeoisie provinciale française, dont les 4 filles ont chacun épousé un homme issu des minorités. Donc il y en a une qui a épousé un juif, un autre qui a épousé un arabe, un autre qui a épousé un asiatique, et la dernière qui épouse un noir. Et de voir en fait tous les problèmes que ça peut poser au sein de cette famille. Donc il y a eu déjà 2 films un petit peu autour de ce thème, et donc ce troisième film va s'orienter autour du fait que ça va être bientôt les 40 ans de mariage du couple de bourgeois, et leurs filles vont vouloir organiser une cérémonie à ce moment-là, et de réunir toutes les belles familles en fait Ouais. de chacun des 4 gendres. Voilà, donc à partir de là, on imagine les situations que ça pourrait provoquer, Les cocasseries. les cocasseries, et bon, on va voir ce que ça donne, quoi. Dans quelles conditions vous avez vu ce film? Parce que, alors déjà, j'ai envie de rappeler, parce que le gars, il essaie de s'échapper, mais c'est à cause de Jean-Yves. Hein. C'est Jean-Yves qui a dit on regarde ce film pour reformer
l'équipe fin de séance avec fracas, rien de mieux que Christian Clavier. Donc, il faut rappeler que un des épisodes cultes de la grande époque qu'on avait fait, c'était autour de notre film de Philippe Chauveron et du Christian Clavier Cinématique Universe, qui était à Débarquement bras in- ouverts. Ah oui, à bras À ouverts. bras ouverts. Du même On l'avait fait réalisateur et qui avait fait les choux Avec gras de un- notre chronique, avec un- on va dire. Avec un Harry Habitant qui était dans son âge d'or. Ah hein, là, ouais. c'était intergalactique. D'ailleurs, Harry Habitant, c'est là que tu vois le pouvoir de MeToo en France. Ça passe crème. Il est là, première scène en stand-up paddle. Il a peut-être violé des gens et tout, mais tout le monde s'en fout, tu vois. Aux États-Unis, ils mettent des images de synthèse sur le visage de Kevin Spacey, alors que rien n'a encore été prouvé. Même si je pense qu'en vrai, il a tout fait. Mais Harry Habitant, il n'y a pas de problème. On sort le film et on se pose pas de questions. Polanski qui est consultant, limite. Bien sûr. Moi, j'ai vu ce film à une séance non, une séance de 19h à l'UGC Les Halles, donc Châtelet. Bon, après, c'est un cinéma qui est tout le temps un peu blindé, mais ma séance était blindée. C'est-à-dire que je suis arrivé un poil en retard. Je suis arrivé vraiment 1 minute avant le générique. Je me suis dit, il y allait avoir de la place et j'ai pris ma place sans me poser une question. Je crois que j'ai littéralement pris la dernière place. Ah C'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis assis et ça commençait et tout était rempli, quoi. Voilà. Est-ce que c'était rempli, vous ou... Alors moi j'y suis allé en séance d'après-midi, donc c'était moins rempli, mais il devait y avoir, je pense, un bon tiers, au moins une moitié de salle, je pense, quelque ok. chose comme ça. Je souscris entièrement à ce que tu dis parce que moi, depuis ma petite bourgade, puisque pour les gens qui connaissent pas, moi je suis exactement à Albi, donc pas très loin à quelques lieues de Toulouse, et c'est assez étrange parce que je suis allé séance mardi semaine. Je suis allé tranquillement, pas un chat, quoi. Et quand je suis rentré dans la salle était, elle était pas pleine, mais elle était bien à 2 tiers plein, quoi. Donc Ok. ça donnait vraiment, il y a une petite distorsion marrante et qui montrait que voilà, c'est marche. le film grand public qui marche dans toute sa splendeur, quoi. C'est clair que là, il y a un produit qui fonctionne pour amener des gens. Et je dirais que finalement, Philippe de Chauvron, voilà, c'est peut-être à la fois un très bon démographe et un très bon politologue. Hein. C'est quelqu'un qui, depuis quelques années, a compris qu'on arriverait en France à plus de 30% de vote extrême droite. Et clairement, moi, je l'ai vu dans ce film, quoi. Mais- J'ai Ouais. vu un principe de réalité, quoi. Excuse-moi, je vais faire un tout petit segue qui correspond à ce que tu viens de dire et qui se trouve dans le film. Donc il y a une intrigue secondaire dans ce film qui est que Plusieurs. Oui, mais celle auquel je vais m'attacher ici. Donc, Christian Clavier est devenu écrivain et a écrit un livre sur un écrivain obscur qui ne se vend pas du tout. Un poète. Alors, ma question, c'est est-ce que ça, c'était set-up déjà dans le 2 ou pas? Alors, je n'ai pas vu le 2, donc je suis pas Aïe, capable. aïe, J'ai vu aïe, que le aïe, 1 aïe. en fait. Mais Et celui-ci, tu sais pas si Nick Fury est venu l'engager pour écrire ce livre, en fait. exactement. Et donc, il est en train d'écrire un nouveau livre qui est une uchronie autour du général de Gaulle, Ouais. quoi, on va dire. Et C'est très, très secondaire. Hein, en c'est vrai. très secondaire, mais bear with me. Ouais. À un moment donné, il y a une scène où en fait, il se rend compte que personne ne lit son livre, que tout le monde trouve ça très très chiant. Et donc, Christian Clavier, qui pour booster les ventes, avait acheté sur Amazon des milliers d'exemplaires de ouais. ce livre, De son premier livre. de son premier livre, pour faire semblant que c'est un auteur à succès, il se met à les brûler dans le jardin. Et là, il y a sa femme qui vient le voir et Christian Clavier qui dit oui, je les brûle parce que je n'ai aucun talent d'écriture, donc c'est pas la peine de garder ces bouquins. Et là, il y a sa femme qui lui dit mais arrête d'être bête, c'est pas une affaire de talent, c'est une affaire de sujet. Ouais. Une fois que tu auras trouvé ton sujet, Ouais. tu auras du succès. Ouais. Et en fait, je crois que ça résume un peu Chauvron, qui nous parle. un peu de Chauvron. L'idée, c'est pas c'est pas de bien réaliser, c'est pas de bien faire, c'est de trouver un sujet qui Ouais. va parler en fait aux Français. Mm. Et ce sujet, comme tu viens de le dire, c'est cette manière un peu franchouillarde, un peu de droite de parler de la diversité en fait qui émane de toute sa filmographie depuis le moment où il a trouvé le succès, quoi, on va dire. Donc en fait, il va un petit peu traire ce sujet sur maintenant 4-5 films, tu vois, comme ça, et d'en parler comme ça. Et je pense qu'il est persuadé et qu'il n'a pas tort que tout ce qui importe, en fait, c'est d'être au bon endroit au bon moment pour pouvoir faire un succès.
Ce qui, pour moi, c'est vraiment le degré zéro de l'art aujourd'hui. C'est tout le monde attend son buzz, tu vois. Personne veut vraiment taffer et être heureux de l'œuvre qu'il vient d'effectuer. Il se dit, mais c'est juste à un moment, ce sera le bon chaton que je vais dessiner, qui va plaire au plus grand nombre, et enfin, je serai safe. Donc je suis pas du tout intéressé par ce que je dessine, en fait, tu vois. C'est vraiment juste ça. Et d'ailleurs, on pourra en parler parce que le film s'inscrit, bon, on en parlera un peu plus tard, mais le film s'inscrit quand même dans une tradition très forte et que j'aime beaucoup, qui est le théâtre de situation. C'est-à-dire, on a grandi avec ces films, avec Jean-Yves Areski, on a adoré Le Père Noël est une ordure, on a adoré Le Dîner de con. Enfin, c'est un genre qu'on aime, en fait. Oui, c'est un genre français qui a fait plus que ses preuves, parce que Ouais. c'est en plus intemporel, c'est-à-dire que c'est des choses, on le regarde encore aujourd'hui, qui font encore rire. Oui, exactement. Et puis, toujours, tous les Noëls, je suis toujours très content de voir Le Père Noël est une ordure, tu vois. Ouais. Mais de voir, en fait, vraiment dans la manière dont c'est fait, en fait, qu'est-ce qui coince ici? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui fait, en fait, que ce film, pour moi, est un mauvais exemple du genre, en fait, Ouais. quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, je retiens aussi le commentaire un peu méta du personnage de Christian Clavier, qui à un moment dans le film, ils sont à la représentation où Jésus est joué par un noir, et il rigole en disant on n'y croit pas une seconde en fait à tout ça. Et c'est un peu mon sentiment tout au long de ce film sur toutes les situations que je vois. Mais en fait, c'est pas grave parce que j'en arrive presque à reconnaître un petit peu cette qualité d'arriver sans trop faire d'efforts, parce que voilà, Christian Clavier, il met son petit. Moi, j'ai bien aimé la scène où il met son petit képi du général de Gaulle pour trouver l'inspiration. Mais en même temps, quand je vois dimanche dernier, pour faire une décompression à la soirée électorale avec Sophie, on s'est maté Les Visiteurs, 1993, où Christian Clavier et Jean Reno, ils sont littéralement possédés par leur personnage, et en fait il y a des moments c'est à mourir de rire. Là il y a une grosse flemme, Ouais. quoi. C'est-à-dire Mais- que là j'ai l'impression de voir, je vois pas un personnage, je vois Christian Clavier. Ouais, ouais. quoi, à l'écran. Je vais te, Christian je vais Clavier. te dire un truc, il est temps de faire mon coming out. J'adore Christian Clavier. Ouais. Je trouve que c'est un acteur incroyable. Ouais. C'est le seul héritier un peu à Ouais. Louis de Funès, en fait, qu'on a eu, tu vois, en France. Il est capable de beaucoup de choses. Et je vais te dire, même dans ce film, comparé aux autres acteurs, c'est lui qui donne le rythme des scènes. Il est. Non, mais moi je te dis, il Ouais. est très drôle, il est génial en fait. Moi j'adore. Pour le coup, je suis d'accord avec toi dans le sens où y a-t-il eu un effort à faire pour lui pour ce rôle? Non. Mais en vrai, est-ce qu'il a été excellent dans chacune de ses scènes? Oui. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire ce qu'il a à dire. Moi, je l'ai trouvé drôle, même alors qu'il disait que des trucs racistes. Ouais. Et en fait, Mais t'as raison. attention, bon, parce qu'on est là, on parle du truc, on va pas tourner autour du pot plus longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Tout le monde a dit c'était raciste. Ah, c'est incroyable, ils en font un, deux, oh là là, ah, ah, ah. Mais en fait, ça marche. En fait, j'ai l'impression que c'est comme les élections. C'est genre, oh, c'est incroyable, Marine Le Pen au second tour, tu sais, en 2002, tu sais. Et t'es là, tu fais genre. Enfin, c'était son père, non, peut-être en 2002. Et du coup, et tout le monde s'étonne à chaque fois. Bon, parlons de ce troisième. Moi, je vais vous le dire, et je Juste pense pour que. remettre en contexte, donc le premier film avait fait plus de 12 millions d'entrées en France, Ouais, plus de 20 millions d'entrées dans le monde. ouais. C'était devenu un véritable phénomène, en fait. Il a notamment aussi cartonné en Allemagne, où il a fait presque 4 millions d'entrées en Allemagne. Ce qui est ahurissant, tu vois C'est ce que ouf. je veux dire. Ouais. Et le deuxième film qui n'a pas autant marché, mais qui a quand même très très bien marché, avec plus de 6 6 millions millions, d'entrées ouais. en France, et en a fait, je crois, quand même le plus gros succès de cette année-là en France. Donc c'est une série qui cartonne. Donc voilà. Bah, du coup, c'est une série qui cartonne et en fait qui te renseigne sur les gens qui vivent autour de toi et qui te renseigne sur aussi la normalisation d'un certain racisme. Et en fait, je vais te dire, c'est-à-dire que cette normalisation arrive à un point où en fait, moi là, hier, je l'ai vu et je pouvais pas te dire si ce film était raciste en fait. J'arrivais pas à te dire est-ce qu'il est raciste ou est-ce que... Parce qu'en fait, du coup, maintenant, j'ai besoin que ce soit plus raciste que le premier film pour te dire que c'est raciste. Parce qu'en fait, le premier film, il est passé. Tout le monde a dit OK, tout le monde l'a vu. Et moi, je me suis dit, non, là, en vrai, ce film, il n'est pas plus raciste que le premier, donc il n'est pas raciste. Et en fait, si tu réfléchis, toutes les choses qui sont censées être drôles et donc dites par le personnage... Alors, c'est ça aussi le problème, c'est que le personnage de Christian Clavier, il est raciste. Aucun problème. En vrai, moi, des personnages racistes dans des films, ça me fait rire. Je te le dis direct, ça me fait rire.
Ça peut être Oui, très voilà. drôle, très bien fait. Quoi. Voilà. Le problème, c'est que si tu vends ton film comme étant un truc pour le vivre ensemble, mais que derrière, tous tes ressorts comiques, tous, pas un, n'est pas ça, c'est en fait dire un truc raciste. En disant genre, oh, c'est interdit de le dire, mais il le dit. Bah en fait, du coup, t'as juste dit des blagues racistes, en fait. C'est surtout parce que du coup, ça va rejoindre ce que tu dis. Il est temps de faire un petit peu mon analyse de forme de la forme du théâtre de boulevard dans ce film. Le gros problème en fait que j'ai en termes de forme, mais qui va se refléter sur le fond, de qu'est-ce qui fait qu'on est dans un flou un peu comme ça, c'est que c'est un film qui n'a que des annonces, mais aucune résolution. C'est-à-dire que normalement, le théâtre de boulevard, ce qu'on adore, c'est qu'on a une situation simple, mais qui va être exploitée à fond. C'est-à-dire, bon, l'amant dans le placard, le mari qui arrive, qui sait pas d'abord où est l'amant, qui va chercher une cravate dans le placard, qui tombe sur l'amant. Ah mais non, finalement, c'était l'amant de la fille. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est on va exploiter les situations pour essayer de faire du drôle. Ici, ce qu'il y a, c'est, je vais un petit peu résumer toutes les scènes du film. C'est comme si je racontais une blague et que je disais, alors c'est un juif, un chinois et un arabe qui rentrent dans un hôpital. Voilà. Scène suivante. Tu vois ce que je veux dire? C'est au-delà de cette présentation de la situation, il n'y a aucune exploitation. Mais- Ce que tu disais sur le Jésus noir. Alors, c'est un Jésus, il est Il noir. est noir. Point. Fin de la blague. C'est la blague. Mais en fait, c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, c'est le racisme de degré zéro, c'est juste dire regardez, lui, il est différent. Ouais. Et tu fais genre, en fait, de cette différence peut naître des milliards de blagues. Effectivement, des blagues racistes, mais aussi des blagues sur le fait que c'est marrant qu'on mette autant d'importance sur des différences ou des choses comme ça. Tu vois, il y a plein de choses, mais c'est vrai que tu as raison. Et d'ailleurs, si on doit rester dans la forme, et même si on s'éloigne des trucs racistes, il n'y a que des prémices sans punchline, dans le sens où, tu vois, même l'intrigue principale est une intrigue secondaire. Je ne peux pas te dire de quoi parle ce film. Absolument. Parce que on a choisi de dire, parce que dans le synopsis officiel, il y a marqué « On va se réunir à cause des 40 ans de mariage », mais en fait, il y a une exposition d'art de la fille en même temps, il y a la première du théâtre du fils en même temps, il y a plein de choses qui se passent, aucune résolution de rien, aucune punchline dans le sens où fais-moi un gros gag qui peut se passer dans le théâtre, dans la galerie d'art ou au mariage. Enfin, c'est ça une comédie. Il se passe un truc Même, tu sais, quelque part, il y a de la on pourrait- tension. On pourrait dire, tu vois, moi, autour de. Parce que justement, les comédies autour d'une scène de fête, c'est presque un genre en soi, et ça peut être très réussi. Moi, j'aime beaucoup Le Sens de la fête, tu sais, qui est sorti il y a quelques années, par exemple, autour d'un mariage. Ouais. Et là, je me dis, avec ce prémisse de départ, mais la moitié de ton film, ça va être la scène des 40 ans de mariage des parents, avec toutes les situations, avec les belles familles. Parce que même autour de ce truc de base, les belles familles qui arrivent aux 40 ans de mariage, tu pourrais faire une super comédie, et même pas forcément une comédie raciste en plus. Ah oui, non, mais bien Et sûr. tu pourrais questionner vraiment les différences culturelles qu'il peut y avoir, tu vois, entre les familles, et faire, Dans l'organisation de la fête Exactement. elle-même. Ouais. et faire des blagues pour rire avec, plutôt que rire contre, par exemple. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Pour abonder dans le sens de ce que disait Arnaud sur le théâtre de boulevard, et il y a quelque chose qui me choque énormément tout au long du film, c'est l'excès de gâchis et de budget et d'espace qu'il y a et qui n'est jamais utilisé. Donc par exemple la maison Oui. qui a un potentiel de dingue, et je vais vrai. repartir encore sur le contre-exemple Les Visiteurs. Dans Les Visiteurs, il y a une scène au milieu avec où Jean Reno et Christian Clavier, ils arrivent chez Valérie Lemercier. Eh bien, la scène, ça se passe dans 2 pièces, il n'y a rien, il n'y a pas de dialogue, ils ne font que les cons, et ils exploitent au maximum l'espace, ils ne font que tourner dans la maison. Je en m'en fait, tu vois. souviens, elle est géniale, cette scène. Et en fait, c'est hallucinant à quel point il n'y a rien dans cette scène, mais comment les 2 acteurs, ils arrivent juste en faisant les cons. Ouais. En jouant au maximum le clownesque, ils arrivent à te faire mourir de rire. Et là, vraiment, dans ce film, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire, tu as tout ce qu'il faut. Et comme ce que tu dis, dans la blague, il n'y a pas de chute, ben là, c'est comme un set design, un production design qui n'a jamais de chute, en fait. Tu arrives dans cette grande maison, on voit le grenier vite fait, mais c'est tout, Ouais. quoi. On voit le grenier. Et je suis... voilà tout le film, je suis dans un espèce d'entre-deux, dans un espèce de truc un peu tiède, et je tenais aussi à dire, parce que tu parlais de l'expérience, moi le truc qui m'a vraiment marqué dans mon expérience cinéma de ce film, c'est que donc salle quasi 2 tiers pleine,
Ça en dit long, je crois, sur ce que tu disais, des clichés, etc. Il n'y a pas une scène du film où le rire arrive à l'unisson dans la salle, ça arrive toujours à des moments décalés, un petit peu comme si les gens étaient venus un petit peu dans un défouloir ciblé de rire que de certaines personnes, tu vois. On choisit notre racisme. Nous, on va rigoler que le truc contre les Chinois. Exactement. Exactement. Et j'ai trouvé la situation de rire un peu... Et en plus, c'est-à-dire que ce sont des petits rires isolés dans la salle qui arrivent à des moments un peu décalés. Et j'ai trouvé cette situation vraiment dérangeante dans l'appréciation de la comédie qui est censée être une comédie grand public où tu es censé faire des vagues de lolade, quoi. Ouais, mais avec des trucs, c'est-à-dire il y avait vraiment des situations exploitées, c'est-à-dire au début, il y a notamment une scène où tu as les Christian Clavier et Chantal Lobby qui vont voir une des belles familles à Pékin. Et il y a une scène où, grosso modo, c'est censé jouer sur le racisme du personnage de Christian Clavier qui confond en fait un couple de Chinois lambda à Pékin et qui pense que c'est sa belle famille parce qu'il est raciste. Mais en fait, et toujours pareil, à part cette situation de départ, rien n'est exploité. On va pas avoir le vrai moment où ils vont rencontrer leur vraie belle famille, les retombées qu'il peut y avoir, le comique qu'il peut y avoir autour de ça. On va s'arrêter ici. Donc résultat, en fait, j'ai l'impression que dans cette scène, surtout que les Chinois qui nous sont montrés, ce n'est que du cliché, tu vois, que du... finalement, en fait, je vais pas tellement rire du racisme de Christian Clavier. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais attention, c'est une scène très intéressante et importante parce que c'est un flashback. Oui. C'est la preuve que ce film est mal fait. Oui. Pourquoi est-ce que tu choisis une blague que tu désires me faire en flashback? Et en fait, c'est incroyable de fainéantise scénaristique de te dire « Ah, ce serait drôle qu'à un moment, ils doivent rejoindre les parents, mais qu'ils les confondent. » Et donc, pour ça, tu es obligé que ça se passe à Pékin. Du coup, tu as une scène où ça doit se passer à Pékin juste pour confondre des Chinois ensemble. C'est incroyable. Mais surtout, je vais te dire, il y avait un truc simple pour le faire ici. Christian Clavier est chargé d'aller les chercher à la gare. Oui. Et il embarque deux autres Chinois. Fais-le sur le moment. Et donc là, ça serait au moment. Et il pourrait y avoir un vrai truc où il serait confronté même par son beau-fils, par ses filles, tu vois, à l'énorme racisme de... Après, je ne sais pas, on n'a pas vu le 2, donc peut-être que... Enfin, ou alors je me souviens plus du 2. Je ne sais pas s'ils sont censés les avoir... Mais du coup, c'est bizarre de faire un flashback. Ouais. Mais en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que c'est mal fait. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, moi, en vrai, le fond et le reste de la forme, si au moins tu... écrivez bien les transitions de ton film ou même les scènes. C'est-à-dire, regarde, ça commence par une première scène où Christian Clavier, voilà, il est dans son village, tout se passe bien, il veut un moment de paix. Et encore, je te dis qu'il veut un moment de paix parce que j'ai compris la finalité de la blague qu'ils essayent de me faire. La blague qu'ils essaient de nous faire, c'est Christian Clavier veut lire son journal en paix dans son village, quelque part, que ce soit dans un café ou alors sur le banc devant une rivière, etc. Et en fait, il ne peut pas parce qu'à chaque fois, il va croiser un de ces satanés gendres. En vrai, peu importe l'ethnie des gendres, c'est un truc qui peut être drôle, en fait. Quelqu'un qui veut à chaque fois être tranquille, qu'on ne vienne pas le faire chier. Et en fait, c'est mal fait. Dans le sens où il nous explique mal l'intérêt de pourquoi tous ces gendres vivent dans son village et comment il se fait emmerder. L'enchaînement n'est pas bon, en fait. Et on voit que c'est forcé à chaque fois. Son parcours n'est fait que pour avoir son gendre à un certain moment. Et surtout, on nous explique pas, on nous montre pas pourquoi ils sont chiants. Ils sont pas chiants, ils lui disent juste bonjour. Exactement. Et on devrait lui demander quelque chose. Si à chaque fois on leur demande quelque chose, si à chaque fois. Et alors attention, parce qu'ils demandent pas quelque chose, ils disent n'oubliez pas, on doit se voir à un moment. Mais en fait, c'est trop d'informations. On s'en fout que jeudi il y ait un truc à faire et que oui, on a compris que. En fait. Mais du coup, en fait, on nous force à comprendre des choses parce que les gens le disent, au lieu juste d'avoir un gendre chiant. Parce qu'il est chiant, parce qu'il est à côté et que tu voulais de la paix. Il y a aussi un souci de mise en scène, c'est-à-dire que là, même au niveau du rythme, pour que cette scène marche, il faudrait qu'on ait des moments de longueur où il pense être tranquille. Exactement. Et qui seraient coupés par des moments beaucoup plus rapides où les gags fuseraient quand les beaux-fils arriveraient. Exactement. Et avoir un mélange de choses. Mais ici, le rythme est toujours égal. Toujours soutenu. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, moi, j'ai vu Christian Clavier être tranquille. Ouais. Donc, je me dis, personne ne le gêne, tu vois. Tu vois, il y a un running gag dans
cette merveille, ce chef-d'œuvre qui est Hudson Hawk avec Bruce Willis, qui est qu'à chaque fois, il veut boire son café et à chaque fois, il se passe un truc qui le fait chier. Et effectivement, la forme, c'est exactement la même. C'est t'as l'anticipation. Genre, on lui sert son cappuccino, c'est un peu plus lent. Il le prend et bam, non, en fait, il y a quelqu'un qui tire dedans. Et en fait, c'est ça qu'on veut voir. Mais pour moi, ça, c'est l'exemple de tout le reste du film. Dans le sens où, en fait, Mais c'est un peu... il veut faire des gags et tu comprends l'ambiance générale que veut être la blague. C'est juste que c'est mal amené, mal fait, et voilà. Et il y a très peu de comiques. Mais c'est un peu à l'image de la dynamique de Chauvron qui est on est un peu sur un cruise, un mode pilote automatique. On est presque dans ce qu'on avait vu il y a quelques années, le truc trop marrant de la machine à film de Luc Besson où il y a un taxi, une meuf, tu sais, et du coup, on arrive à un faux rythme, comme tu disais, où il y a quelque chose, moi, qui me gêne. Il y a une intrigue secondaire qui commence de façon, tu sais, c'est le collectionneur d'art allemand qui Helmut. parle avec un fort accent et qui fait croire que il veut acheter des tableaux, mais en fait on se dit, on découvre vite que sa motivation c'est pas forcément les tableaux mais autre chose. Et moi j'ai l'impression que tout le film, pareil par rapport à ce que tu disais Arnaud sur les blagues qui ont pas de chute, c'est que moi j'ai l'impression que tout le film, les scénaristes se retiennent d'inventer un passé nazi à ce personnage, quoi. Tu sais, on en est là quoi. C'est tout le temps on est au bord. Et là ce personnage allemand, c'était vraiment la quintessence de cette blague au bord de pas de chute ou de rien du tout. Mais en même temps, il y a quand même des moments où il y a un moment où j'ai pris un fou rire. C'est la dissonance comique où moi mon moment préféré c'est quand il y a le lieutenant-colonel Manchot qui pilote la montgolfière. Alors ça j'ai adoré. Où t'as Christian Clavier et Chantal Lauby au premier plan et à l'arrière-plan t'as une espèce de gars qui se démène avec une corde avec la bouche en mode bête de foire. Et j'ai pas compris ce que ça venait faire là à ce moment en termes de registre. C'est marrant ce que tu parles ici parce que déjà c'est un des rares moments où il y a un comique de corps parce que le film ne se base, alors qu'on est dans le théâtre de boulevard, ça devrait être du comique de corps, tu vois. Et ça se base que sur les paroles. Et tout est basé sur les paroles. Mais là aussi, encore une fois, on nous montre ce mec manchot. Et ils n'en font rien. Je veux dire, la montgolfière atterrit normalement au bon endroit. Et en fait, c'est très... c'est encore pareil. C'est genre... En fait, c'est comme si la personne comprenait qu'il fallait faire une blague, mais ne savait pas qu'est-ce qui faisait rire, en fait. Mais je suis désolé, en plus, pour lui, qu'est-ce qui fait rire? C'est à ce moment-là, c'est quoi la blague? C'est toujours pareil, c'est te dire, alors, c'est un type, il conduit une montgolfière. Et il est manchot. Et il est handicapé. Genre, mais en fait, il ne se passe... Oui, c'est ça le truc, c'est qu'il se passe rien. Genre, à un moment, j'ai cru qu'il allait tomber. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il va... Et en fait, non. Il pourrait y avoir, là aussi. Mais même, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, attends, il va tomber, mais là, on est en train de changer de film. Et oui, effectivement, comme tu dis, ça, c'est pas du tout le même registre comique. C'est-à-dire qu'en gros, avoir un gars qui met des cordes dans sa bouche avec de la bave, et pareil, quand il sert le champagne, il en met partout. Et en fait, là, tout de suite, on est dans un film de « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» C'est-à-dire qu'en vrai, quelqu'un qui sert du champagne comme ça, deux bourgeois, dans un film très normal... je me dis, ils vont se dire, mais c'est pas, il est fou. S'il est fou, vous en mettez partout. Tenez, laissez-nous, on va le faire. Alors que là, non, ça passe crème. Comme si c'était Leslie Nielsen qui disait, bien sûr, on est dans un gag des frères Zucker, quoi. Et du coup, c'est très bizarre, en fait. Et aussi, si je peux me permettre encore de ressouligner le manque de travail général de ce film, en regardant le film et dans les dialogues, juste, je trouvais de meilleures blagues. Et c'est dommage, en fait. Tu vois, à un moment, il y a la scène de dîner où il y a tous les parents, etc. Et en fait, je trouve qu'il passait à côté de punchline ou de la chose qui aurait pu être drôle. Et c'est toujours raccourci. Moi, ça me fait penser à des stand-uppers, tu sais, qui arrivent avec un semi-prémisse et qui disent merci, c'est tout pour moi. En fait, non, enfin, je sais pas, c'était pas ça en fait. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est l'exploitation de ce que tu as. Et c'est pour ça que, comme tu disais, le film, il y a 3000 intrigues secondaires. Pourquoi ? Parce que si tu exploites pas tes situations, il faut trouver un moyen de remplir ton film en fait. Donc tu rajoutes des actions. Donc il y a une guerre de voisins entre deux gendres. Donc il y a ce collectionneur de Stuttgart. Donc il y a Christian Clavier qui écrit un livre. Ouais. Et tu vas avoir comme ça 10 intrigues secondaires plutôt que de te dire cette situation de base, t'en fais un film d'1h30. Mais surtout chaque intrigue
intrigue secondaire est amenée comme un cheveu sur la soupe. Au point où là, en fait, c'est de la soupe sur des cheveux qu'on a, en fait, tu vois. Parce que, tu vois, Helmut, par exemple, et encore une fois, je vais reprendre juste un exemple d'une scène qui, pour le coup, ne sert à rien et qui montre la débilité des gens qui sont occupés de ce film. Tout comme c'est très bizarre de faire un flashback, c'est très bizarre de s'être dit, il faut absolument que Helmut aille en voiture chez eux pour que la bonne lui dise qu'elle n'est pas chez eux, elle est à la galerie d'art seule, pour que Helmut prenne la voiture jusqu'à la galerie d'art pour expliquer une scène où il serait seul et au final où il n'y a pas de très grand rire, non plus, il n'y a pas de payoff à tout ce truc alambiqué pour expliquer cette scène. Pourquoi est-ce qu'il passe pas juste par la galerie d'art et qu'elle est la seule, en fait? On s'en fout, j'aurais accepté, en fait. Oui. Et c'est tout, en fait. Et je ne comprends pas l'intérêt de ces trucs-là, en fait. Surtout, comme tu dis, qu'il n'y a pas de gag. Il n'y a pas de Avec gag. la Si au bonne, moins il y avait un avec, gag de ouf entre Helmut et Chantal Lobby, je me serais dit, ah ok, bon, je vois à quel point tu me l'as Même forcé. avant, si tu veux faire Mais un même pas. gag avec la gouvernante, par exemple. Mais il ne fait pas de gag avec la gouvernante. Elle est là pour lui exposer les tenants et les localisations des gens. Exactement. Pourquoi vous me dites ça? Et puis là où il y a des petites pistes prometteuses, c'est-à-dire que là par exemple où ça démarre, où c'est un petit peu terrain glissant. Moi j'ai accroché au début à la métaphore potagère du conflit israélo-palestinien qui en fait prend des proportions assez dingues puisque ils se mettent à creuser des tunnels dans le jardin, ils construisent des murs, etc. Et quand tu arrives, on est censé arriver à un climax où ils sont tous dans la même pièce, où là ce serait censé exploser, genre ils se font un câlin quoi, on se fait un câlin, on passe à la scène suivante. Exactement. Tout de Et suite, il y a en fait, et il y a une flemme constante, c'est-à-dire que voilà, t'as Harry Habitant, ça va toujours être la même blague, que c'est toujours le mec qui est radin, croit faire une invention, voilà. qui va marcher, et c'est toujours la même blague pour tous les personnages. On arrive même à cette flemme on pourrait être juste dans un ordre de blagues et chercher, mais là, ce sont les mêmes blagues à chaque film. Je me souviens de blagues dans le 1, le 2, qui étaient exactement similaires, et en plus, tu as ce truc insupportable de commentaires, et ça, je crois qu'il n'y a que Harry Habitant qui le fait, mais tu sais, il y a une blague, c'est « Oh là là, nous les juifs, qu'est-ce qu'on est comme ça ?» Tu sais, c'est un commentaire... Exactement. C'est super malaisant. C'est très malaisant, oui. C'était quand, après avoir discuté avec ses parents, il dit « Ah là là, qu'est-ce qu'on est compliqué, nous les juifs ?» Tu sais, c'est bizarre, en fait. Qui dit ça, en fait? Montrez-moi la vraie personne dans la bouche de Harry Habitant qui dit ça. Et oui. Les résolutions d'histoire, ça va être jamais exploité, comme tu dis. C'est faites-vous un bisou et réconciliez-vous. Bon, d'accord. Et c'est et puis surtout, en fait, ça pouvait être très drôle, en fait. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, le pommier, tu tronçonnes le pommier et je mets tout de suite un mur. Et ensuite, après, tu fais quoi? Tu creuses un tunnel vers chez moi? C'est quoi? Qu'est-ce qui me gêne dans ça, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une action vraiment contre moi, en fait. Genre, je vais remettre de la terre dans ton trou, ça va te faire chier, tu vas te faire plus... En fait, c'est pas non plus pensé en termes d'escalade. Genre, si tu veux me faire une escalade le long du film, fais-moi des espèces de guéguerres de voisins peut-être plus compréhensibles et peut-être qui ont plus de rapport avec même le conflit israélo-palestinien. Si tu mets directement un mur, techniquement, peut-être... Bon, perso dans ma salle, c'est la punchline qui a procuré le plus de rire. Hein. Est-ce que c'est une taupe? Non, c'est un arabe où il sort la tête de... Ça a été... je vois pas le... C'était très bizarre. C'est drôle, en fait. Très bizarre. Aussi, sur le même principe, tu sais, il y a une autre intrigue secondaire qui est qu'il n'y a pas assez de chambres, apparemment, pour toutes les familles. Le truc, il fait 1000 mètres carrés. Donc, il y a une famille qui est tirée au sort pour dormir dans la yourte de Harry Habitant. Et il se trouve que c'est les Kofi, les Noirs, en fait, qui vont dormir dehors dans la tente. Et il y a un truc autour du fait que le père a pas envie de dormir dans cette tente, et donc il y a une scène où il va jouer du corps de chasse pour réveiller les autres et dire non, franchement, c'est n'importe quoi ce tirage au sort. Je veux être présent pour un tirage. Je veux être présent. Et comment on résout cette histoire? Ils refont un tirage au sort et ils disent ah ben c'est retombé sur toi, tant pis, paf, fin de l'intrigue. Alors attention. Et tu fais mais what? Moi, la limite, ça, je peux trouver ça drôle
mais il faut qu'il se passe un truc après. C'est-à-dire qu'en fait, Mais c'est ça, ça on serait- revienne Tu vois à la même situation et que le gars se fasse bifler par ses propres demandes, ok. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça un peu drôle que ce soit retombé sur lui. Mais effectivement, j'étais sur ma faim quand même, parce que je me suis dit, ah, peut-être la scène d'après, il va se passer un truc. Et non, c'est Non, en fini. fait, il se passe rien du tout. Et tout le film. Et tout puis, le film les construit gars, ça. est-ce que c'est mieux de vivre dans une yourte ou qu'on te mette juste un matelas dans le salon, dans un des 700 salons qu'il y a dans ton manoir? En fait, il y a aussi de ça, de se désolidariser totalement de la normalité de la vie, qui fait que je sais pas à quel point je dois m'impliquer dans ces faux problèmes, en fait. Puisque vous-même, vous me créez des problèmes juste artificiellement pour que je vous suive quelque part qui est nulle part. Mais aussi, tu sais, il y a un truc qui est bizarre, c'est que on va revenir, excuse-moi, j'y reviens, mais cette histoire de Jésus noir qui revient 15 fois dans le Il y film. avait plein de blagues ratées, enfin, qui Et- auraient pu se faire d'ailleurs. Et il y a une espèce de truc où, en plus, à un moment, ils le disent que, bon, on le sait, Jésus était pas blanc. Oui, oui. Et du genre, ils disent oui, mais tu sais, Jésus, c'était quand même un juif du Moyen-Orient, il était pas blanc. Et puis, Oui. grosso modo, après, ça fait un, ouais, mais de là à ce qu'il soit noir, Ouais. et tu fais ok. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est en vrai, quoi tu la vois, blague, il y aurait en eu fait, des là vannes à faire en plus, genre, montre-moi la teinte maximum que de t'acceptes, Jésus. que Que t'acceptes t'acceptes. pour C'est Jésus- trop- pour Jésus. ça pourrait être drôle en fait. Enfin, je suis Mais désolé. surtout, il n'y a aucune réflexion de se dire juste. Alors, ok, il n'était pas blanc, il a été représenté par blanc dans l'art occidental pendant des siècles. Oui. Et là, il est noir et ça te fait rire. Et tu vois, en fait, ça m'a fait chier aussi que la pièce de théâtre, elle soit nulle. Oui. En Et il fait- joue très très mal en- d'ailleurs. Oui, ouais, Noum Diawara, tu veux dire Ouais. Ouais, malheureusement, tout le monde joue mal. Hein, mais en fait, moi, je trouve ça dommage que tout soit nul, en fait. Mm. C'est-à-dire que la fille, son art, c'est nul. La pièce de théâtre, elle est nulle. Genre, tu veux pas avoir juste la bienveillance que, au moins, même genre, tu vois, à la toute fin, je m'étais dit qu'il allait faire un monologue en tant que Jésus et que ça allait émouvoir les gens, Ouais. tu vois. Et en fait, non. Non, il fait même C'est pas juste, ça. tout est nul, en fait. Les peintures de la meuf, elles sont Mais nulles aussi. Même chez le collectionneur de Stuttgart, tu vas chez lui et tu vois qu'il a plein d'œuvres d'art contemporain. Elles sont toutes nulles. Et là, pareil, tu te dis, il pourrait y avoir un gag, mais un vrai gag, tu vois, à la Peter Sellers. Ouais. Ou du genre, en essayant d'admirer une œuvre, il la fait tomber, ça casse tout. Tu sais, il pourrait y avoir un truc de vraiment de grande catastrophe. Et c'est quoi ce qui se passe? C'est qu'il y en a un qui touche une des œuvres. Il Et se il y a fait le mec de insulter. Stuttgart qui dit, arrêtez de toucher cette œuvre. Et l'autre qui fait, oui, d'accord. Ouais. Et tu Oui, et qui s'excuse. Pardon de m'être énervé, tu sais. Non, 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 c'est trop. On va pas Mais sur tu cette vois ce blague que à je veux fond, dire on passe à la blague suivante. T'aurais pu quoi. faire une scène ahurissante Ouais. de catastrophe globale dans cet endroit avec des œuvres qui valent des millions de dollars, tu vois. Il y avait 1000 trucs à faire, quoi, ici. Ouais. Ou juste, Il y a justement, le- l'œuvre le qu'il cu- touche, tu sais, c'est un ananas qui est scotché à une Ouais. œuvre d'art. Ben, à un moment donné, tu vois, il pourrait y avoir juste. Et là, je te dis le gag de base. Oui, on est obligé Il y a- de remplacer l'ananas. Il y a une corbeille de fruits, et puis il y en a un qui mange un fruit, et il y a l'autre qui vient le voir et qui lui dit non, c'est une œuvre d'art inestimable. Ouais, et là, ouais. c'est drôle, tu vois, Ouais, parce que il a confondu une œuvre d'art avec un vrai truc. Ah ouais. Enfin, mais il ne fait même pas ça. On n'a pas le minimum syndical, en fait, tu Ouais, vois, ouais. de. Il y a un personnage, je trouve, qui tient plutôt la route, que j'aime bien, c'est le personnage du curé, tu sais, qui genre, quand Chantal Lobby vient se confesser, il part au tennis et il dit genre, l'abbé de je sais pas quoi, c'est un peu le Nadal de l'évêché, tu sais, donc il doit partir un peu en avance. Et il a 2-3 petits punchlines comme ça sympas, genre par exemple à la fin il dit peut-être le truc le plus subtil de tout le script, c'est genre il dit pour renouveler les vœux, le bail, il dit Ouais. un truc sur le bail, mais qu'en fait le nouveau bail sera certainement Plus court, ouais. que le premier, donc là ça donc ça c'était une bonne petite blague. Et là je suis en train de lire que meilleur démarrage français de l'année avec 100 000 spectateurs le mercredi 6 avril lors de la sortie, Ah c'était ouais. plutôt pas mal quoi. Ouais. Ce qui est énorme, ouais.
Bah, Et donc, du coup, c'est ça ajoute au fait que, comme ce que tu disais au départ, quand tu disais au départ, j'arrive plus à avoir assez de recul si c'est raciste ou pas. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas, parce que moi, je me rappelle très bien de la revue de presse internationale au moment du 1. Alors, certes, le New York Times est orienté politiquement, mais on sait très bien que malgré tous les défauts qu'un pays comme les États-Unis peut avoir, un film comme ça ne peut jamais sortir Non. aux États-Unis pour toutes les raisons qu'on sait. Et voilà. Et donc, du coup, je me rappelle de la revue de presse internationale était assez sans appel sur le côté cliché du film et raciste. Et en même temps, maintenant, est-ce qu'on ne doit pas être dans... voilà, moi je suis un peu dans une acceptation en fait, finalement, c'est comme ça quoi. Tu vois, Mais c'est ce que je disais par rapport à Marine Le Pen, en fait. Ça y est, maintenant, on a accepté que c'est elle au second tour, en fait. Quoi qu'il arrive. En fait, je crois que c'est un peu ça. Ça fait partie d'une espèce de normalisation de plein de choses. Et aussi de te rendre compte que... Alors, c'est ça, c'est toujours ça le problème entre les gens qui font de la culture, qui créent la culture du pays, et les gens du pays qui ont une certaine culture et ils devraient se voir représenter. Moi, encore une fois, le problème, tous ces problèmes de racisme peuvent être réglés par la recherche de l'excellence, ou en tout cas du bon travail. Parce que tu vois, toutes les choses manquaient dans ce film qu'on a pu dire. Si au final, tu recrées ce film, mais avec le bon rythme, les bonnes intrigues à mettre en valeur, et que tu passes plus d'1 heure à écrire les dialogues entre chaque personnage, mais que tu restes tout autant raciste, mine de rien, ce sera moins raciste. Mais surtout qu'il y a un truc quand même, on va parler un peu des 4 genres là, tu vois, qui sont ici. Jamais n'est abordé la question de la discrimination qu'ils peuvent subir dans la société. Eux dans leur vie, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, donc Noum Diawara là, qui joue un des genres, qui est un acteur et qui est noir, il arrive à trouver un rôle de Jésus, il n'y a aucun souci, il n'y a jamais eu de problème, tu vois, pour retrouver quelque chose. Il y en a un, celui qui est arabe, qui est avocat, qui a jamais eu aucun souci, tu vois, d'intégration, qui vient apparemment, on l'apprend ici dans cet épisode, qui a des parents d'origine modeste, vu que son père était conducteur de métro, tu vois, par exemple, et qui a réussi à devenir lui-même un bourgeois avocat, tu vois, et on ne se rend jamais compte qu'il a pu avoir des difficultés à un moment donné. Tu vois, et on nie quand même toutes les discriminations que peuvent subir les minorités en France. Le seul problème qu'il y a, c'est ils ont une culture un peu différente de la nôtre, c'est rigolo, tu vois. Et c'était un peu traité dans le 1 ou le 2, ça je me rappelle, parce que le personnage de celui qui joue le gendre arabe, il est avocat, et dans le 1 il me semble qu'on voit des scènes dans son quotidien qui sont assez difficiles, et c'est le double jeu qui est assez malsain, puisque d'un côté on le voit galérer un peu, mais lui on le voit être dans du préjudice à l'encontre de sa propre minorité, puisque je me rappelle d'une scène où, je peux me tromper, mais il me semble qu'il y a une scène où il défend un jeune qui a genre dealé du shit, et puis il se parle mal, et puis en gros c'est genre le message c'est de dire moi je suis entre guillemets l'arabe qui s'est bien intégré, qui a un bon métier, etc. Mais surtout qu'il y avait un truc, excuse-moi je te coupe, sur ça, ces scènes elles revenaient 2 ou 3 fois dans le premier film, et il y avait un truc d'incroyablement raciste, il disait que c'était un avocat commis d'office qui s'occupait que de gens qui dealaient et qui fumaient du shit, et tous les gens de qui il s'occupait c'était que des noirs ou des arabes. Voilà. Là vous allez trop loin, je pense, parce que là ce que vous voudriez c'est un film qui traite de ça, mais moi je suis même pas à ce niveau-là. Je pense que une des raisons raciste, mais tu vas voir que tu vas. Je pense que une des raisons, je sais pas si c'est fait à dessein ou pas, mais une des raisons qui fait que dans le de Chauvron il n'y a pas, parce que bon déjà c'est déjà très très lourdingue à bien des égards, et s'il rajoute pas peut-être d'autres scènes où les genres sont confrontés à du racisme ordinaire, etc. Est-ce que c'est pas aussi parce que tu renverrais le racisme à certains spectateurs, puisqu'on serait plus dans une espèce de bulle où il y a peut-être des gens qui... C'est un peu le nouveau... c'est un petit peu le dire j'ai aimé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est un peu le j'aime bien le couscous 2022, c'est-à-dire c'est une façon un petit peu de se racheter
de se dire, Bah, c'est un peu pour se donner bonne conscience, ouais. tu sais, de dire j'ai voté FN, mais bon, je suis allé voir le film, donc tu vois, je suis un peu, je me suis racheté un peu, T'as tu raison vois dans ce le que je veux sens dire. où en fait, et ça tu le vois très bien avec juste l'écriture des personnages. Déjà, les filles n'existent pas, ce qui est génial parce que bon, on pourra parler après du sexisme peut-être dans ce film, mais genre ces filles à lui n'existent pas. À la limite, ok, tu peux pas non plus flesh out tous les personnages dans un film, ok. Parce qu'il y en a Et beaucoup en plus. Et que, ouais, il y en a beaucoup, il y en a 4 du coup, autant que de gendres, mais à la limite, les gendres. Et c'est vrai que les gendres ne sont que les identités. Ils sont là que pour dire l'arabe, le noir, le chinois, le juif. Et en fait, c'est juste pour leur identité qu'on les cherche, et à aucun moment, eux vont être ni en réaction, ni même, c'est quoi? Je veux bien un stéréotype de ces gendres raciste, mais vers Christian Clavier. Et il n'y en a pas non plus, en fait. Genre, ça me suffit d'étiqueter tout le monde en arabe. Ce qui était intéressant, c'était le père Kabyle qui était fan de rock'n'roll. Ouais. Voilà, le seul truc, genre à rock punk contre-pied. même, Ouais, et tu te dis, ok, mais en même temps, là aussi, il n'y avait rien à dire Ouais. non plus. Ouais. C'était juste un prétexte à ce que ça se finisse en Avec- scène de concert, c'est tout. exactement. C'était le seul prétexte. Et c'est bête parce qu'il y aurait pu avoir des choses. Et en plus, tu sais, ils essayent de nous faire passer la dernière scène comme un peu la dernière scène de Guardians of the Galaxy 2, tu sais, une scène émotionnelle entre un père et son fils. Et t'es là, tu fais genre, ce gars, on l'a vu 15 secondes. Donc on ne connaît pas les rapports qu'il a avec son père. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pleurerait en mode il y a du Cat Stevens en fond. Alors que ces deux gens-là, je les connais pas en fait. Donc, On ne sait pas les rapports qu'ils ont eus en fait, Oui. tous les deux. On entrevoit quelque chose où grosso modo à un moment il dit qu'il a mis de côté sa carrière musicale pour pouvoir faire un travail pour s'occuper de son fils, mais c'est jamais incarné émotionnellement Bien entre sûr. les deux. De savoir s'il y a eu des conflits à cause de ça, on n'en sait rien en fait. c'est juste donné par une phrase. Et Et surtout dit que- combien de fois il va redire ça. Encore une fois, Ok. on nous montre aussi que la musique qu'il fait, c'est de la merde. Comme tout le reste, tu vois, que tu as dit. Et du coup, tu fais, mais du coup, il a rien abandonné du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est génial parce qu'il y a un mépris total de l'art en général Ouais. dans ce film. Ce qui est. En fait, mais c'est génial. En fait, je crois que ce film, c'est exactement la droite française. C'est-à-dire, genre, si vous n'avez pas un métier, un vrai métier, déjà, vous êtes des merdes. Si, tu vois, on peut s'autoriser à avoir une fille sur 4 qui fait des peintures, mais bon, elle a un bon boulot et heureusement son mari, il est banquier. Et tout le monde déteste, c'est-à-dire que même le collectionneur qui vient voir les œuvres d'art et qui apparemment Ouais, ouais. a mauvais goût, C'est un hobby. finalement il dit que non, c'était Bien sûr. vraiment de la merde. Ce que C'est, fait. eh oui, et il n'y a pas de décompression. C'est-à-dire que elle est triste parce qu'en fait, le marchand d'art l'a utilisé pour niquer sa mère, mais il n'y a pas de décompression. T'es quand même nul, en fait. Ouais. Et tout est nul. Elle, 2 minutes après la fin du film, elle se suicide, en fait. Tu sais. Et il y a un truc, et encore une fois, c'est-à-dire toute production est nulle, et c'est ce que dit, encore une fois, je reviens sur ça, mais Chantal Lobby le lui dit. C'est, en fait, on s'en fout que tu saches écrire Ouais, ou pas. ouais, ouais. Il faut que tu parles d'un sujet. Ouais. Et tu fais. Et attention. C'est quoi cette vision de l'art, quoi? Aussi, donc, bon, la place des femmes, de toute façon, elle est secondaire par rapport à ce que fait le gendre, l'homme de la famille, des petites familles que tu me crées. Et aussi, s'il y a bien un truc, par contre, sur lequel on se met tous d'accord, c'est que les véganes, c'est vraiment la dernière des races, quoi. Parce que la végane, elle est là, genre, je peux faire quand même une tarte. T'es ouf ou quoi? Il y a 700 personnes à cette fête et on lui refuse d'amener une tarte. C'est quand même genre, je veux pas du tout faire partie de cette famille. C'est quand même, fais ta tarte, au pire on l'a. Et non, heureusement, elle l'a brûlée. Bah ouais, on va passer une bonne soirée du coup. Mais vous êtes tarés ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le niveau de malveillance qu'il y a entre les gens. On veut même Ouais, pas et puis que ça- t'apportes ça- de ce la que- bouffe que tu pourrais manger, tu sais. Et puis ce que tu dis, ça occulte complètement le sexisme ambiant où Christian Clavier, il est en mode, on est carrément dans le parrain, quoi. C'est-à-dire, il refourgue leurs filles comme des cargaisons, quoi. Genre, il y a tout, ça dure vachement longtemps. Le moment Ouais. où il y a Chantal Lobby qui veut pas admettre que le collectionneur il en a après elle et pas après la fille, et qu'en même temps Christian Clavier il est trop content parce qu'ils vont peut-être divorcer, il va réussir à marier sa fille. Ça c'est typiquement le truc
vieille France conservatrice, Ouais. quoi. Tu vois, il y a un truc latent à ce niveau-là qui est assez malaisant, mais en même temps super vrai, quoi. Bah ouais. Mais du coup, moi, c'est. En fait, encore une fois, hein, c'est-à-dire que la culture la tolérance des gens, etc., ça peut venir avec le temps. Mais ce qui me fait le plus peur dans la société, dans le cinéma dans lequel on est aujourd'hui, c'est que la technique soit perdue et que ça ne gêne personne, en fait. Moi, qu'il y ait autant de gens qui applaudissent. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de revoir le 1 parce que il me semble que le 1 n'avait pas. C'était Philippe de Chauvron aussi. Oui. Et ben, il me semble Oui. que le 1 n'était pas aussi merdique en termes de rythme et en termes de montage et tout ce qu'on vient de dire là pour ce film. Ça ressemblait quand même à un vrai film à l'époque. Alors, je vais Non vous conseiller quelque chose. Pour préparer ce podcast, j'ai revu le Ouais, premier. et alors Et alors, c'est pas bon. Non, c'est pas bon non plus, c'est pareil, ça passe C'est du pas coq à bon. l'âne On ou des passe- trucs comme on ça. passe beaucoup. Alors, il y a moins d'intrigues secondaires. Ouais. Il y a moins d'intrigues secondaires. Il y en a quand même. C'est quand même grosso modo le même principe. Sauf que j'ai l'impression que là, ils arrivent un peu au bout d'un cycle. C'est pour ça qu'ils ont été obligés, sur leur principe narratif, de rajouter encore plus d'intrigues secondaires ouais. pour délayer la sauce parce qu'ils arrivent à bout. Mais c'était déjà les mêmes Ouais. principes d'écriture. D'accord. Ouais, bon, bah écoute, du coup. Oui, c'est puis ça. ce qui était peut-être un poil relativement mieux, c'est que en fait tu découvrais, donc en fait c'était un peu plus frais dans le sens où comme on n'était pas dans la redite des mêmes blagues, tu découvrais des choses. Oui, oui. Donc après j'irai pas jusqu'à dire que le film est nul, hein. Je pense que et c'est tout le problème, c'est-à-dire que je pense que ce film celui qu'on a, le 1, le 2 et celui de hier, c'est un film passe-partout qui se regarde. Moi, c'est un film que je pourrais regarder quand tu es en famille le dimanche soir. Il y a tout le monde. Tu cales ça, tu sais que ça va plaire au plus grand nombre. Voilà, et c'est pour ça, je suis pas. Pour moi, c'est pas une merde. C'est juste que c'est extrêmement tiède. C'est-à-dire, tu vois, Ah. c'est. Après, je crois que je suis d'accord, genre, c'est pas agressivement une merde. Et je pense que ce qui me remue le plus, moi, c'est la facilité avec laquelle tu pouvais améliorer ce film. Et c'est ça qui me fait le plus chier souvent dans les films. C'est-à-dire qu'une vraie merde, tu te dis, fallait pas commencer, en fait. Et ça, il y a tellement de moving parts à tout ça. Le fait qu'il y a un impact culturel énorme de cette franchise et que tu te dis, ah, c'est dommage de ne pas avoir mis un peu plus de travail dans ces choses-là pour en faire au moins quelque chose de digeste, tu vois. Après, voilà, je suis d'accord, c'est pas activement ultra pourri, mais c'est quand même... c'est quand même... je sais pas comment expliquer mon ressenti, en fait, vis-à-vis de ça. Est-ce que vous vous êtes vraiment. Est-ce que vous vous êtes ennuyé vraiment Non, pendant oui, le c'est film ça, voilà. Je me suis pas ennuyé. Et en fait, Mais, j'étais pas... J'ai pas beaucoup ri non plus. Hein. J'ai pas beaucoup ri non plus. Christian Clavier est très bon. Ouais. C'est un super Mais acteur. en fait, tout le monde n'était là que pour le servir. Et moi, voilà, en fait, c'est ça, moi, c'est le gâchis. Voilà. En fait, je me dis, il y a de l'argent qui a été donné dans ça et Christian Clavier. Et je me dis, on aurait pu en faire un truc drôle. Imagine, il peut te rendre une phrase pas drôle. Imagine si la phrase est drôle. Oui. Voilà. Ouais, et puis comme dans les deux précédents, bon, c'est le personnage qui veut ça, mais le potentiel comique de Chantal Lobby est sous-exploité au Totalement, maximum, quoi. totalement. C'est-à-dire qu'elle est là juste pour faire la bourgeoise. Mais dont de toute enfin, façon, c'est il y a tout, quoi. un Elle sert à rien. principe, et on peut parler aussi un peu du sexisme du film, c'est-à-dire ce qui est drôle est réservé aux mecs. Ah Voilà. ouais. Mm. C'est-à-dire ce qui est très étrange, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins, et il n'y a pas tellement d'humour, en fait, qui se dégage Mais des les femmes, des ça doit pas faire Et rire. même enfin. Chantal Lobby, qui est quand même une experte du rire. Mais oui, c'est intéressant parce que Quand Chantal même. Lobby, ils sont arrivés à lui donner aussi un petit rôle de maternelle assez. Et je me dis, ah, elle parle comme une maman, elle fait bien la maman, là, etc. Sauf qu'au moment de son intrigue, elle est tellement passive, elle ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la drague et
elle ne fait pas savoir qu'il y a de la drague. Cette drague ne sert à rien, en fait. Et là, pareil, juste, mais le potentiel de quiproquo jeté à la poubelle Mais oui. avec l'amant. Mais oui. C'est-à-dire que là, le Mais oui. moment où Christian Clavier apprend que le collectionneur en avait après sa femme, C'est la fin. c'est résolu tout de suite. Il arrive et il fait Ah, mais en fait, tu voulais coucher avec ma femme. Et il y a Chantal Lobby qui fait Oui, mais je lui ai dit non. Ah, d'accord, bon, mais ça va alors. Voilà, bonne soirée à tous. Prenez un dessert. Il y a de la quiche. Et tu fais Mais. Oui, et puis ça aurait pu. Ça aurait pu, avec Chantal Lobby, ça aurait été tellement drôle qu'ils aillent au bout du truc et qu'elle trompe vraiment Bah Christian oui. Clavier avec le collectionneur. Et ça aurait proposé un espèce de. Et là, il y avait possibilité d'exploiter l'espace dans la maison, par Non, mais exemple, avec les pièces, les gars qui rentrent, la fille qui pleure. et Même tout. sans C'est- aller dans ça, c'était- parce que je pense que leur public n'aurait pas voulu que le couple se trompe. Je sais pas, En c'est- fait, c'est un elle truc aurait de- pu Attends, utiliser. Non, mais elle aurait pu c'est un truc de utiliser base cette du drague. théâtre- C'est un truc de base du théâtre de boulevard. Oui, quand je même. sais, mais là, ils ont fait 2 films où ils se trompaient pas, c'est trop tard. Là, ils peuvent pas commencer maintenant, à 20 minutes de la fin du film, du 3. Non, mais ils auraient pu utiliser le fait que justement Chantal Lobby utilise Helmut pour le bien de sa fille. Tu vois, elle aurait pu, elle, comprendre, parce qu'elle a compris d'ailleurs, et dire, j'en sais rien, retrouvez-moi justement dans une chambre de ce manoir si vous avez acheté 2 tableaux de ma fille. Tu vois, un truc, enfin, je sais pas, utilise tous les personnages et les sous-intrigues que tu as créés, en fait. Et même lui, c'est très étrange que tout d'un coup, il se sert plus de ça pour essayer de séduire la même. Enfin, c'est-à-dire que quand il avoue ses sentiments à Chantal Lobby, Il dit lui que c'est de la merde. Je m'en fous des œuvres de votre fille. Et à ce moment-là, Chantal Lobby, elle devrait être presque, tu sais. Genre, bah oui. Mais c'est terrible ce que vous dites. Et elle le lui dit même pas parce qu'elle déteste ce que fait sa fille aussi. Ouais. Et, tu fais, Et du coup, ok. Pourquoi est-ce que tu as été gentil au début Ouais. si de toute façon tu l'abandonnes, ça? Ouais. Voilà. Alors que Mais- l'homme, s'il mais- aurait mais des il y a tellement de situations où pot- il serait obligé d'exposer ses toiles chez lui et qu'il n'aime pas et des trucs. Tu sais, il pourrait y avoir des Exactement. situations drôles comme ça. Et il y a dans le potentiel qu'il y avait, même si je pense que tu as un peu raison, Areski, c'était pas fait, c'était pas le moment, c'était pas le public, etc. Mais je suis en train de penser à une scène qui sur le spectre serait à l'opposé complète et dans la réussite totale. C'est une scène qui est magique dans Elle de Paul Verhoeven, une scène de repas où tu sais, c'est un peu la scène où il y a un personnage, la mère de Isabelle Huppert qui dit qu'elle sort avec un gigolo. Enfin, je sais pas si Oui, vous vous rappelez cette tout à scène. fait. Et qui du coup pour moi est l'exact opposé, La mère, en oui. réussite totale de ce que n'est pas ce que aurait pu être l'adultère entre, Oui, tu oui, vois oui, ce que je je veux vois. dire, où moi j'imagine que moi j'imagine des trucs horribles où genre Chantal Lobby elle va au bout de l'adultère et puis après elle se met à être méchante avec sa fille parce qu'en fait il y a ce truc insupportable tout le film où il n'ose pas lui dire qu'il n'aime pas ce qu'elle fait, mais voilà il y avait un potentiel fort à ce que ça parte en couille totalement dans la maison, quoi. Et il n'en est rien. Ouais. Ce qui est effectivement un des ressorts évidents de ce théâtre-là. Tu vois, avoir un petit truc de bénil dans les Oui. chambres, quoi. Ou alors faire en sorte que, je sais pas, que le personnage que le lieutenant-colonel Manchot, faire en sorte que lui, plutôt, ce soit le majordome et que toutes les 5 minutes, il vienne renverser des verres et que, tu sais, que ça alterne en permanence entre que ce soit du running scared, en fait, que ce soit raciste, mais running scared. Tu sais, qu'on sache jamais, que ça aille trop loin, en fait. Ouais. Mais voilà. Sur ce truc de répétition, tu sais, je pense à les bijoux de la Castafiore, par exemple. Ce truc de la marche, que tout le monde se casse la gueule dessus, tu sais, les trucs comme ça. En fait, c'est un film qui n'assume pas du chaos. C'est un film qui devrait être chaotique, tu sais. C'est la droite. La droite ne veut pas le chaos. Elle veut l'ordre. Et elle veut être... C'est bien propre sur soi, tu vois. Oui. C'est ça. Il faut pas que ça dépasse. Ouais, mais du coup, c'est ce qui est totalement le contraire de la comédie. En fait. Il faut que ça dépasse même pour revenir à un niveau normal. Ouais. Voilà. Je pense que là, on a beaucoup refait le film, plus qu'autre chose. Combien de miam vous donneriez à qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? Moi, j'y donne rien. Je donne à la limite une part de quichot salsifix, quoi. Qui est brûlé. Qui est brûlé dans le film. Et juste parce que pour finir, pour dire, parce qu'on n'a pas parlé pour les filles, quand même, le message, on oublie de dire le message d'un féminisme sans nom,
qui est que les filles, le seul truc qu'elles ont accompli, c'était de faire un repas, et elles ont dû s'y mettre à 4 pour le faire. Tu sais, c'est un petit peu à la fin, il y a la brochette des 4, c'est « Ah, on a bien réussi à faire une quiche, quoi. » C'est genre, on sert qu'à ça, quoi. Surtout qu'ils ont demandé à un traiteur et à quelqu'un d'amener les nappes, quoi, tu vois. Donc, ils se sont pas rendus compte qu'ils se foutaient de leur propre gueule, je crois, dans ce truc-là. Et toi, Ouais, Jean-Yves, c'est sûr. combien de miams? Moi, je mettrais 2, parce que je pense pas que ce soit nul à chier, parce que je me suis un peu ennuyé, mais je suis allé au bout du truc, donc ouais, 2 sur 5. Je dirais 1 miam, mais principalement pour Christian Clavier, parce que je me dis, je le mettrais 2 sur 10 sur IMDb, je crois. Voilà. Mais Voilà. Et avec cette peur, vous vous rendez pas compte, vous êtes là à essayer de pitcher du Verhoeven dans un futur film comme ça, etc. Moi, vraie peur, c'est que ça y est, que ça va être ça notre futur. Ça va être que des films comme ça, et on sera entouré que de gens qui verront pas où est le problème. Voilà. Mais tu sais pourquoi? Et c'est avec beaucoup de gravité que je te dis ça, c'est que tout simplement, il y a les clichés, enfin sur le racisme, ce n'est plus du tout universel, c'est devenu attitré à certains camps politiques. Ouais. Le seul journal que j'ai vu relever sur les clichés de ce film, c'est Le Monde. Ouais. Donc s'il y a que un journal qui en parle et un certain journal, ça prouve bien qu'on n'est pas dans de l'universalisme, Ouais. tu vois. Donc ça veut dire que c'est un combat qui n'appartient que à certaines personnes maintenant, et c'est terrible, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. Oh, ouais. C'est fou parce que, tu vois, il y avait ce truc de wokisme où tu te disais, bon, maintenant, tout le monde va faire attention à comment tu présentes les gens des minorités, quelles qu'elles soient. Et c'est ce qu'ils font maintenant, j'imagine, à Hollywood. Et ici, on a un genre particulier maintenant de film, que sur ça, que sur les stéréotypes. Et ça marche ça marche très bien. C'est pas genre, tu vois, c'est un genre underground où genre tu te passes des snuff movies et des films de Christian Clavier. C'est c'est ça. Est-ce qu'on met une pièce sur le fait qu'il y aura un 4, et est-ce Oui. qu'on peut pronostiquer dès maintenant le titre du prochain, Alors s'il attends, vous plaît? qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? C'est quoi, genre ah non, c'est peut-être trop minimaliste et Qu'est-ce élégant qu'on pour a? eux deux. Qu'est-ce C'est qu'on genre a? bon Dieu. Ce serait bon Dieu de bordel de merde. Tu veux dire, comme dans Fast and Furious, on Ouais, change on de commence monde, à on changer commence à l'ordre de changer, trucs, ouais. C'est ça, c'est possible, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a bien fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a bien fait au bon Dieu en Thaïlande? Parce que tu sais, là, c'est le moment où il faut délocaliser les gens. Ah oui, ça serait une franchise, Ouais. c'est ça, c'est bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait? Et Thaïlande dessous, tu sais, en super poussé. Qu'est-ce qu'on a fait à Bouddha? Comme les Marseillais, tu Qu'est-ce sais. qu'on a fait à Bouddha? Ah oui, voilà, on va commencer à faire, tu sais, tous les pays. Il y a Christian Clavier au bout d'un moment sur la Lune avec Vin Diesel à faire oh là là. Qu'est-ce qu'on a, Passez-nous la cochonaille. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu contre le reste du monde? Tu sais, on réfléchit peut-être à se prévoir dans les 6 mois un premium sur les films les plus racistes de Chauvron, ou les films les plus stéréotypés du cinéma. Franchement, peut ça être pourrait être sympa. drôle, ouais. On va faire un top 10 raciste, ça peut être un épisode très très drôle. Comme d'habitude, fin de séance, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou votre application de podcast favorite. Merci à tous ceux qui ont regardé ça en live sur Twitch. N'oubliez pas que du coup vous allez pouvoir voir cet épisode aussi sur mon YouTube, donc abonnez-vous. Et puis c'est tout, genre regardez des films et aimez le cinéma, quoi. Bisous à tous. Bisous. Bye.